J'ai envie de manger du chocolat, je sais pas pourquoi. Il y a des messieurs qui jouent à la pétanque. Bonjour monsieur. Ça y est, je drague. Allez, je me concentre. On est là pour parler ménopause, tendre notre micro à une nouvelle invitée et surtout briser les tabous. Ah, bonjour. Je discute et je mets du temps à ouvrir. Non mais en fait oui, j'ai les caméras. Comme vous pouvez l'entendre, notre invitée nous a réservé un accueil plein d'énergie. Et de l'énergie, Catherine Marchal, ça, elle n'en manque pas. Elle est sur tous les fronts, actrice, metteuse en scène et maman de 4 enfants. Elle partage son temps entre la scène et les écrans. Tout au long de sa carrière, Catherine Marchal a interprété des femmes flics, chefs, profs, avocates. À l'écran comme dans la vie, elle incarne une autorité tranquille, ferme mais rassurante, et puis toujours prête à rire. À 57 ans, elle travaille plus que jamais. Vous avez de fortes chances de la croiser dans un train, en route pour un tournage du feuilleton Ici tout commence sur TF1 ou pour sa tournée au théâtre avec la pièce Un grand cri d'amour. On a, nous, réussi à l'attraper entre deux gares, dans son salon, son joli salon, à la lumière tamisée, elle nous raconte. Bienvenue en tout cas. Merci, c'est beau chez vous, c'est magnifique chez vous. Hein. Merci. Où est-ce que vous voulez qu'on se mette? Alors, on peut se mettre là-bas, dans le salon. Je me demandais, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté notre invitation ? Parce que c'est pas facile de parler de ménopause. Oui, alors il y a plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a aucune raison de dire non. Pourquoi ça serait pourquoi de dire non? Ça serait la raison pour laquelle j'aurais dit non. Ça veut dire que je ne veux pas parler de ménopause? Non, c'est pas une bonne raison. La deuxième raison, c'est de savoir avec qui... Là, c'est le petit passage flatterie, mais Elsa, avec vous, c'était oui. Voilà, ma deuxième raison, c'est ça. Ah bon? Parce que c'est bien fait, parce que c'est... C'est pas moi, c'est une équipe. Hein. C'est une équipe derrière aussi, mais en tout cas, moi, la partie qu'on voit, je suis bienveillante, je suis gentille. Il n'y a aucune raison de dire non. Et il fallait que je sois conquise aussi par la personne avec qui j'ai envie d'en parler. Voilà, donc... Elsa, c'était le cas. Ça sera terminé pour maintenant les flatteries. C'est la dernière fois. Non, mais je suis très touchée, franchement. En plus, non, ça me perturbe. Non, mais parce que c'est important de savoir avec qui on va parler. Il y a des gens avec qui on n'a pas envie, tout simplement. Voilà. Là, c'était pas le cas. Est-ce que vous êtes là, vous êtes en ménopause, préménopause, pas de ménopause, rien? Moi, j'ai 57 ans. D'accord. Donc, la ménopause, c'est fait. Mais tardivement, je n'avais qu'une hâte. C'est que ça arrive. Je n'en pouvais plus parce que on parle des symptômes de la ménopause. Alors bon, je suis pas une super cliente parce que je fais partie. Il y a un tiers des femmes qui n'ont aucun symptôme. Mais c'est pas possible. Et vous savez, jusqu'à maintenant, je vous aimais. Je vous assure. Jusqu'à maintenant, j'avais une profonde amitié pour vous. Non, mais peut-être ça va donner un petit peu de baume au cœur à celles qui sont en train d'y arriver. Moi, je n'en pouvais plus d'avoir des règles parce que quand on dit les règles, on n'en parle pas, mais c'est quand même très très chiant. C'est l'enfer tous les mois. Alors faut pas oublier, j'ai compté celles qui ont l'endométriose et tout ce qui va avec. C'est l'enfer. Alors comme c'est pour faire des bébés, faut supporter, c'est super. Mais non, c'est pas super. Alors quand on a passé l'âge de faire des bébés et qu'on a encore ces règles, c'est énervant. Je me dis mais quand est-ce que ça s'arrête en fait? Donc la ménopause, plus de règles, génial. Je peux dire les trucs positifs parce qu'il y en a plein, mais en fait. Au contraire. Déjà ça, plus de règles, c'est fou. Ouais. C'est tranquille. Qui veut dire plus de règles, qui veut dire aussi moins en tout cas, je sais pas, peut-être celles qui nous écoutent ont ça ou ça, moins de problèmes, genre quand on prend des antibiotiques, on a la mycose et machin, plus de ça non plus. Ok. Extra. Mais le truc fonctionne plus, donc tout s'arrête en fait, même les emmerdements. Alors le truc qui fonctionne plus, j'aime bien le mot, le truc. Donc, système, pas le bazar. D'accord. Donc voilà. Et un truc secondaire absolument génial, c'est plus de poils aux jambes. Alors personnellement, j'en ai encore un peu moins. Alors peut-être que parce que je suis blonde et que j'en avais moins au départ. Alors attention, je dis pas que c'est du 100%. Hein. Ne venez pas m'envoyer des lettres de réclamation. Vous dire attendez, vous m'avez dit qu'il y a plus de poils. Oui, c'est ça. Mais alors moi, d'un seul coup, j'ai dit, d'un coup, je continuais à raser parce que c'est vrai que j'en avais pas eu beaucoup. Donc
Puis d'un coup, j'ai rasé. En fait, j'ai plus rien à raser. C'est bon, c'est... Ça y est. Ouais. Donc après, on a les cheveux aussi qui perdent un peu en volume. Mais voilà, des choses comme ça qui sont pas mal du tout. En fait, pour vous, c'était hyper positif. Donc, c'était positif. Après, on sent quand même, voilà, on est... mais là, c'est la ménopause ou c'est l'âge, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des petites douleurs articulaires, des petites choses comme ça. Donc, je me suis remis à faire du sport, on va dire du renforcement. Du renforcement musculaire. Mais donc, ça, c'est bien. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez dans une salle? Pas du tout. Un coach? Je déteste les coachs et les salles. Donc, vous faites de quoi? Je suis seule. J'en ai fait tellement... plus jeune dans les salles et tout ça, que j'ai un peu quelques notions. Ouais. Et donc, je me pose ce matin, là, une demi-heure, et je fais mes mouvements avec ma barre, mes petits poids. Et depuis, j'ai plus mal aux genoux. Ça y est, c'est génial. Fini. Ah oui, vous aviez mal aux genoux. Ouais, j'avais mal aux genoux. Ouais. Puis vous avez 4 enfants aussi, quand même. Oui. 4 enfants. Moi, j'ai 2 enfants, j'aurais adoré avoir 4 enfants. Moi, j'aurais continué si j'avais eu... parce que j'ai fini assez tard. Le dernier, vous l'avez eu à 42 ans. Donc, c'était un petit essai pour voir si ça marchait encore. Et ça a marché assez vite, au bout d'un mois. Donc, c'est ça aussi. Après, j'avais plus envie d'avoir... Enfin, j'avais pu avoir d'enfants après un certain âge. Voilà, et je me disais, j'ai encore mes règles, c'est la cata. Faut en plus prendre la pilule et tout. J'allais vous dire, mais alors à l'apparition des symptômes de la préménopause, ça s'est passé comment sur les plateaux en tournage? Mais ça s'est pas passé puisque vous n'avez pas eu de symptômes. Non, je disais chouette, j'ai plus de règles pendant 2 mois. Ah non, mais ça revient. Ouais, c'est ça au début, petit à petit, il y avait de moins en moins. Bah oui. Ouais. Et ça devient irrégulier, puis on se dit c'est bon, non, c'est pas bon, ça revient. Enfin bon, faut un an complet et encore. Vous aviez quel âge? 55, hein. 55. Ah oui, vous avez eu vos règles très tard. Ah ouais, très tard. Et je les ai eu très tôt, donc je les ai dû les avoir, j'avais même pas 11 ans, donc j'en pouvais plus. Ouais, j'ai bien mérité ma ménopause. Et vous, l'âge, ça vous a posé un problème? Ça vous pose un problème? Bah oui, c'est chiant en fait de vieillir. De plus avoir la même tête, la séduction change. Alors ça veut dire quoi, la séduction change? On m'appelle plus la petite. J'ai toujours l'impression qu'on m'appelle la petite. Puis d'un seul coup, c'est plus moi la petite, c'est les autres. Voilà. C'est ça. On n'est plus la plus jeune. On n'est plus la plus jeune. Voilà, on est l'aînée. Puis on commence à nous demander des conseils. Enfin, je suis entourée de jeunes comédiens sur Ici tout commence, de jeunes filles magnifiques. La plupart sont sublimes et tout. Et je les adore. Je suis devenue copine avec 2-3 là, et c'est vrai qu'elles viennent me demander de conseils tout le temps. J'ai un plaisir fou à leur transmettre ce que je sais et à fait qu'elles se sentent plus à l'aise comme comédiennes et tout ça. Je trouve ça magnifique. Et puis je me suis mis à faire de la mise en scène aussi pour ça, pour diriger les comédiens. Et quand je vois des jeunes comédiens de 20 ans, 25 ans, des filles, il y a des filles qui sont magnifiques dans les jeunes comédiennes qui débarquent là. Et je trouve voilà, j'adore ça. Au contraire, ça me rappelle pas le fait que moi, je ne suis plus. C'est vrai que moi, j'avais cette image de la personne âgée, aigrie, parce qu'elle détestait les jeunes et qu'elle était aigrie d'être vieille, de plus être la jeune fille. Et en fait, je me rends compte que, en ce qui me concerne, et plein de copines qui ont mon âge, c'est vraiment l'inverse, quoi. Vous dites aussi que vous adorez, alors ça me met en joie, vous adorez fêter votre anniversaire, vous criez haut et fort votre âge. Vous dites over 50 et alors? Alors, je me suis dit à un moment donné, à 55, 54, je crois, je me suis dit, allez, il faut dire son âge maintenant. Ça suffit maintenant de penser qu'une femme de 50 ans, c'est une mamie ou que c'est une vieille peau. Oui, parce que ou une femme de 60, pire, c'est une nana avec un chignon et un tricot. Il faut arrêter d'avoir cette image-là. Donc, il faut que les femmes qui ont cet âge-là, elles disent leur âge. C'est comme ça qu'on va avancer. Voilà, qu'on va dire qu'on va réhabiliter les femmes de plus de 50 ans dans la société et dans les fictions, etc., etc. Donc j'ai dit, je vais commencer, j'ai dit mon âge. Alors j'ai 53, 54, 55. Allez les filles, personne ne m'a suivi. Et il y a encore des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas dire leur âge, mais ne faites pas ça. Vous tuez tout le monde, ne faites pas ça. Dites votre âge, surtout quand vous êtes pas mal. Ne faites pas croire que vous êtes plus jeune sur Wikipédia et tout.
C'est à cause de vous que maintenant, si vous dites que si je dis que j'ai 48 ans, tu vas me croire si je fais gaffe un peu. Bah oui. Mais en vrai, ça sera pas bien de faire ça parce qu'on dit alors voilà les femmes de 10 de plus, elles sont pas voilà non. Donc faut dire son âge parce qu'aujourd'hui une femme de 60 ans, elle est magnifique sans avoir fait des trucs. Oui, et d'ailleurs vous faites pas de trucs. Non. Alors, truc, c'est médecine esthétique. J'ai fait le nez, je me suis refait le nez parce que j'avais un nez extrêmement abîmé, que j'ai eu des fractures, je suis tombée dans la cour de l'école, j'ai eu beaucoup de... Donc, j'avais une bosse et un nez tordu avec une bosse. Donc, je l'ai refait, mais j'avais 30 ans. Et je regrette pas du tout parce que maintenant, il m'embête plus, je l'oublie. Mais sinon, vous avez envie de rien faire? Non, mais je suis pas contre du tout. Il y a des chirurgiens qui sont très bien. Donc, vraiment, si j'ai besoin, je le ferai. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où dans votre vie de femme? J'ai jamais autant travaillé. Donc, je suis totalement... je crois que plus de la moitié de mon temps est consacré à ça. L'autre moitié consacrée à quoi? Consacrée à mes enfants, en fait. Totalement. Et à mes copines. Je vous sens. Et à mes copains et mes copines. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai découvert la force de l'amitié, qui a quelque chose de... Voilà, puis on avance en âge, je pense, on n'a plus des copines, on a vraiment des amis. Et c'est essentiel dans la vie. Quand on a ça, un job qui nous plaît, des enfants qui sont en bonne santé, pas trop de problèmes de fric, et ça suffit. Et l'amour? C'est ça. Pas d'amant. J'attendais la question, je me dis, mais quand est-ce qu'elle va venir? Non, il y a des amants, on parle d'amant, d'amants, là, ça dépend de quel niveau d'amant. D'amant. Alors si vous avez plusieurs niveaux d'amant, j'aimerais bien savoir parce que un amant de passage, par exemple. D'accord. J'arrête pas de taper dans ce micro. Allez-y, non, c'est que quand vous parlez amant, tout d'un coup vous tapez dans le micro. Il y a quelque chose qui se passe. Non, je tape sur l'amant. Non, mais un amant de passage qui se présente, je vais pas dire non. C'est un truc en plus, mais si ça se présente pas, je m'en fous totalement. Ouais. Hein. D'accord. Complètement. Et alors, le truc que je veux plus, mais je dis pas que dans 10 ans, je changerai pas d'avis. Hein. On évolue en fonction vivre avec un homme. Alors, ça, c'est sûrement pas. Et être en couple. Oui, c'est un truc que je peux plus. Depuis combien de temps? En gros, depuis 2-3 ans, là. Et quand je vois les autres couples de mes copains, qui sont en couple depuis longtemps, même des couples heureux, je les regarde arriver, des fois, quand ils viennent au théâtre, ils sont deux. Je les trouve... Mais pourquoi raconter? Parce que je pense que les gens en couple sont pas des gens en entier. Il y a forcément une part de soi qui est... dédiée à l'autre? Ouais, qui est transformée pour l'autre. Alors c'est très beau à un moment dans la vie, quand on construit sa vie, mais je trouve que quand on arrive à un épanouissement... Voilà, où vous avez besoin d'exister, en fait, j'ai pas envie de donner même 10% de moi à quelqu'un. Genre, t'as envie de rentrer, pas moi. Enfin, tu sais, je veux pas de ça. Ouais. Non, mais je comprends tellement. Et c'est pas un manque. Des fois, j'y pense et je me dis, c'est quand même... Est-ce que c'est bien ou pas d'avoir... En fait, je me dis, non, mais merde. Il y a plein de moments où je me dis, oh là là, si elle est avec quelqu'un, qu'est-ce que j'en ferais? Qu'est-ce que ça m'apporterait, en fait? Je pense que ça m'enlèverait plus de choses. Ah oui, carrément. Ouais. Je sais pas, du sexe, c'est pas exagérer. Oui, mais le sexe, c'est autre chose pour moi. Non, mais quelqu'un à qui on doit des comptes, quoi. Parce que pour moi, le couple, c'est j'ai une notion... moi, je suis ultra fidèle. J'ai jamais eu d'histoire compliquée. Pour moi, je suis avec quelqu'un. Enfin, j'ai pas... c'est un truc breton, un peu à l'ancienne, mais voilà, je suis respectueux, je préviens de ce que je fais, quand ce que je arrive. Voilà, et vous avez plus envie quoi? Vous avez envie d'être libre? Ouais, c'est une forme, c'est une liberté, c'est plus qu'une liberté, parce qu'on peut être en couple et être libre de ses mouvements, mais c'est plus qu'une liberté, c'est une charge en moins, c'est une légèreté. Pourquoi vous vouliez être comédienne? Je pense que j'avais envie qu'on me regarde et qu'on m'écoute.
Après, évidemment, c'était un métier qui me paraissait être un métier de feignant, parce que j'étais pas une très bonne à l'école, j'étais juste moyenne. Voilà, j'en foutais pas une pour dire la vérité. Donc j'aurais pas fait d'études, j'avais pas du tout envie de ça, j'avais pas envie de travailler, j'étais assez feignante, assez paresseuse. Donc je me suis dit, comédien, c'est bien, on fout rien, on se lève à midi. Ouais. Je me suis rendu compte assez vite que c'était faux. Bah oui, c'est vrai. C'est énormément de travail. Mais comme j'ai eu le virus, une fois que je suis montée sur scène j'ai eu le virus, je me suis dit, ok, d'accord, c'est là que j'ai envie d'être. Du coup, voilà, et je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie, ça va être génial. Tout ce que je voulais, moi, c'est de partir en calèche, avec des tréteaux dans la calèche, monter ça dans les villages et jouer Molière et Marivaux. C'est ça que je voulais faire. C'était ça votre truc. Je voulais pas du tout tourner, ni faire de la télévision, ni je voulais être sur scène et jouer des classiques. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Jusqu'à 35 ans ? Ouais, mes premières fictions télé, oui. J'avais plus de 30 ans, oui. J'ai commencé quand même à faire de la télé parce que les réalisateurs à l'époque venaient un peu au Café-Théâtre. Je jouais au Café-Théâtre à Paris. Venaient un peu recruter leurs comédiens là. Donc j'ai pu commencer à faire de la télé grâce à ça. Et puis, Vous avez été un peu propulsé à un moment par le film d'Olivier Marchal, 36 quai des Orfèvres. Ouais. Donc là, mais vous le dites vous-même. Oui, le film d'Olivier, il a propulsé tout le monde, hein. Y compris Olivier. Oui, c'est ça. Bon, alors Olivier, on va le dire Olivier quand même. Marchal. Olivier Marchal, c'est quand même l'homme avec qui vous avez fait 4 enfants. Voilà. Voilà. Et je peux me permettre de vous demander comment vous vous êtes rencontrés ? Bien sûr. Moi, j'aime bien les histoires d'amour, c'est pour ça. On s'est rencontrés au théâtre, dans un petit théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre des 5 Diamants, qui existe toujours. Ma professeure de théâtre était directrice de ce lieu. Et avait monté un Tchekhov, s'appelait Oncle Vania. Et moi, je jouais à l'époque au Palais des Sports avec Robert Hossein. Je faisais la Vierge Marie dans Jésus. Ah, mais je me souviens. Oh là là, incroyable. Voilà. Et donc, j'avais quitté cette école depuis longtemps. Et puis, elle a eu un souci avec une comédienne qu'il a fallu remplacer en 4 jours. Elle s'est dit, qui va apprendre tout Tchekhov, Oncle Vania en 4 jours ? Elle m'a appelée. Et elle m'a dit, tu peux le faire ? J'ai dit, allez. Mais non. Donc, j'ai appris la pièce en 4 jours. Et dans la pièce, il y avait Olivier qui jouait Astrophe. Et vous l'avez vu ? Et on s'est rencontrés là, voilà. Et là, donc, vous êtes dit... Et donc, je me suis dit, ce mec-là, un béguin pour moi, parce que j'avais des changements de robe très rapides et que je les mettais par terre en coulisses. Je revenais pour les ramasser, et elles étaient déjà ramassées. Oh, je me suis dit, il y a un mec qui me ramasse mes robes. Okay. Tiens ça. Voilà, mais il est resté après comme ça, et c'est un pro du ménage. Du rangement. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Putain, je l'imagine pas du tout comme ça. Comment séduire une fille, ramasser ses fringues par terre. Et ensuite, il rangeait comme un malade. Il range, c'est un fou de rangement. Ah bon ? Du ménage, oui. En même temps, c'est pas mal. Et je l'ai vu tout de suite, comme ça, il m'a pas menti. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça s'est passé comment, de jouer ce rôle ? Et de jouer une femme flic ? En fait, j'ai fait ça très consciencieusement, parce que le théâtre, ça nous rend un peu scolaire. On travaille, on apprend des textes par cœur, on répète. Donc c'est une habitude que j'ai gardée. Après, quand j'ai tourné à la télé, au cinéma aussi, c'est-à-dire que j'ai appris. En fait, je suis allée avec les flics de la BAC. Surtout, vous n'avez pas arrêté. Vous avez eu beaucoup de femmes, de rôles de femmes. Oui. Mais c'est vrai que pour 36, il n'était pas question de passer à côté des personnages. Et puis on était attendus. Personne nous attendait. Surtout, on aurait pu être complètement ridicule. Enfin, on savait pas du tout que le film allait être un succès quand on le fait. Donc, on se dit qu'on a intérêt à être le meilleur possible, quoi. Donc, oui, effectivement, on s'est extrêmement entraînés, tous les comédiens. Donc, moi aussi, avec des cascadeurs aussi, donc, je suis arrivée, j'étais au taquet. Je savais tenir une arme comme il faut. Je savais la démonter, la remonter, charger, tirer, j'avais tout fait, je m'étais entraînée pendant des semaines. Donc voilà, pour pas qu'on me reproche quoi que ce soit, d'autant plus que j'étais la femme du réalisateur, donc il n'était pas question que j'ai une faille, pas question. Lui aussi, il avait la pression, parce que la moindre critique, il le disait, c'est ma femme, voilà, donc il fallait pas que je sois bonne, il fallait que je sois meilleure que tout le monde. Et ça vous a pesé, Catherine, cette position de femme 2 ? En fait, ce qui est fatigant, c'est pas d'être associée comme la femme 2, c'est d'avoir une fausse idée de la réalité de ce qu'était notre vie. C'est-à-dire, on a pensé que j'étais dépendante de ce qu'il était lui,
alors que dans la vie, c'était l'inverse. Il était très dépendant de vous. C'est-à-dire que oui, et aujourd'hui encore, on a imaginé que je ne travaillerais pas en dehors de lui, alors que j'ai passé mes 3 premières années à entretenir tout le monde, en fait. Parce que lui était flic, il s'est mis en disponibilité pour écrire des scénarios. Au début, ça n'a pas marché. Donc voilà, il fallait bien faire aboutir la marmite. C'était moi qui le faisais au tout début. Il s'est rattrapé depuis, hein, je vous rassure. Mais donc c'était ça. Voilà, j'avais une vie extrêmement autonome et indépendante de lui, vraiment indépendante de lui. Et l'image qu'on avait, vu qu'il était célèbre plus que moi, de dire que c'est moi qui dépendais de lui. Or c'était faux. Et ça a même été l'inverse. C'est ça plutôt qui était fatigant. On s'arrête à ce qu'on voit dans les magazines, en fait. Et pas, la vraie vie n'était pas du tout ça. Et encore aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas. En fait, c'est en regardant mon CV qu'on dit « Ah oui, d'accord, non, mais en fait, vous avez fait beaucoup de choses. » Oui. En fait, c'est pas mon premier rôle, 36 quai des Orfèvres. J'ai déjà 15 ans de carrière derrière. Donc le théâtre, on est moins connu qu'au cinéma, mais... Enfin voilà, et puis après, j'ai fait... Avec lui, j'ai pas fait tous ses films. Enfin, j'en ai fait beaucoup d'autres. C'est pas le réalisateur avec lequel j'ai le plus travaillé, par exemple. Il y a des réalisateurs de télé avec qui j'ai fait 10 films. C'est un cliché sexiste, ouais. Oui, c'est ça. Et je suis pas sûre qu'il y ait des exemples d'hommes qui aient ce problème-là, si leur femme est plus célèbre qu'eux. Ou... Je suis pas certaine qu'on pense ça à l'inverse. J'ai pas d'exemple qui me viennent, en tout cas. Aujourd'hui, en fait, vous avez divorcé d'Olivier Marchal, mais pourtant, vous avez gardé son nom. Vous avez gardé le nom de votre ex-mari. Je me permets de vous poser cette question, puisque moi, par exemple, j'aurais pas voulu. Garder son nom, c'est quand même plus pratique, parce que tout le monde me connaît sous ce nom-là. D'un seul coup, je retrouvais mon nom de jeune fille, et c'est le nom de mes enfants. En fait, j'ai pris le nom de ma fille, et non pas le nom d'Olivier, quelque part. J'ai eu ce nom-là à la naissance de mon premier enfant. Alors, on n'était pas mariés avec Olivier. Mon nom de jeune fille, c'est Quignou, parce que je suis bretonne d'origine. Et la première fois que j'ai rejoué au théâtre à la naissance de Léa, donc il y a 30 ans aujourd'hui, l'affiche est arrivée pendant les répétitions et j'ai vu mon nom et je me suis imaginé ma fille me voir jouer. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu quand mes enfants viendront me voir jouer. Et je me suis dit, on va pas croire que je suis sa mère. Et puis on s'est mariés des années après, donc voilà. Oui, ben voilà, nous on était intéressés par vous, Catherine, c'est tout. On s'en fiche de votre ex-mari qui est encore un ami. Oui, c'est mon frère, c'est comme mon frère. Voilà. Bah, très bien. Il vient là travailler, hein, il y a encore beaucoup d'amour. C'est la maison, comment dire, la famille, quoi. Ouais. On part en vacances ensemble, voilà. C'est joli. On fait une super équipe. Merci. Voilà. Votre maison, c'est un rêve. On se dit au revoir. Alors moi, j'aime bien cette petite plaquette entrée réservée aux VIP. Oui, c'est parce que c'est l'étage des enfants, là-haut. Donc c'est eux les VIP. Et là, il y a marqué chien méchant, là, c'est où? Et ça, c'est le bureau d'Olivier. C'est ce que j'ai fait. C'est ça, c'est le bureau d'Olivier Marchal. Ok, super. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Au revoir, on viendra vous voir au théâtre. Si ça vient sur Paris, moi j'adorerais. Grand plaisir. Pour certaines d'entre nous, comme Catherine Marchal, la ménopause est un véritable soulagement. Ça aussi, il faut le dire bien sûr. Mais dans tous les cas, elle est une étape clé pour notre métabolisme. Il y a un avant et un après. Pour cet épisode, on a eu envie de s'intéresser à notre foie. Oui, cet organe qu'on mène à rude épreuve pendant les fêtes, d'ailleurs pas que pendant les fêtes, et qui mérite pourtant un soin tout particulier, et d'autant plus une fois la ménopause installée, comme nous l'apprend le professeur Gabriel Perlemutter, hépatologue et nutritionniste. Allez, on l'écoute. Alors Gabriel, rappelez-nous le rôle du foie. Le foie va avoir un rôle un peu d'usine qui récupère toutes les matières premières qu'on mange, qui va utiliser ces matières premières comme une usine pour fabriquer. En fait, les journalistes aiment bien le terme de détoxifier, mais c'est pas un terme médical. D'épurer l'organisme des impuretés qui sont générées par le foie ou par d'autres organes. Les premières publications suggèrent que dans les maladies métaboliques du foie liées à l'alimentation occidentale, la malbouffe, trop riche en sucre, trop riche en graisse, en fait, ce bouleversement hormonal va
pénaliser la femme avec une aggravation de la maladie du foie. C'est ce qu'on anticipe, c'est ce que suggèrent les toutes premières publications, mais la littérature est encore relativement vierge. Donc oui, la ménopause, en changeant votre métabolisme, les œstrogènes, en ne vous protégeant plus, vont favoriser, si vous ne faites pas attention à vous, le développement de la stéatose, c'est-à-dire de l'accumulation de graisse, de triglycérides au niveau du foie, qui en tant que tels sont pas forcément graves, mais également de l'apparition, et ça c'est déjà plus embêtant, d'une inflammation, d'une fibrose. Après, faut rassurer, c'est les auditrices du podcast, parce que une meilleure gestion de l'alimentation en termes de qualité, de quantité, d'horaire d'alimentation permet dans une grande mesure de limiter le risque métabolique lié au vieillissement. Et il faut bien comprendre comment, de façon naturelle, non médicamenteuse, on peut prendre soin de soi, et c'est d'autant plus important à la ménopause qui va faire que la femme va vieillir un peu plus vite. C'est l'alimentation et l'activité physique. Et en tant que moi, hépatologue nutritionniste, j'insiste auprès de mes patientes pour qu'elles fassent très attention à elles, dès que l'organisme ne pardonne moins les erreurs qu'on fait quand on est plus jeune. Mais comment on fait ? On essaye de ne pas se resservir, on améliore la qualité de ce qu'on mange, on prend plus de fruits, plus de légumes, on adapte les horaires de son alimentation, on évite de manger trop tard le soir où on a besoin de plus d'insuline pour assimiler la même chose. On va vieillir plus vite quand on mange trop tard. On évite de manger la nuit, on privilégie des repas plutôt anti-inflammatoires. On s'oriente plus vers le régime crétois ou méditerranéen ou d'Okinawa, c'est-à-dire moins de viande, moins de produits transformés. Quand on choisit de la viande, on prend plutôt de la volaille. Plus de poissons, plus d'œufs, plus de légumes, pas trop de féculents, c'est-à-dire pain, pâtes, riz, pommes de terre, gâteaux, pas trop de sucre, pas de jus de fruits, pas de compote, pas de yaourt aux fruits. Et on s'oriente, et puis quand on boit de l'eau, et on s'oriente vraiment vers l'alimentation anti-inflammatoire qui est associée à la meilleure espérance de vie et au vieillissement le plus lent. Alors bien sûr, des fois on n'a pas de chance, il y a autre chose, mais statistiquement, c'est ce qui va avoir le meilleur effet sur les processus du vieillissement, sur l'état de santé et donc sur le foie. J'aime bien recommander, il y a des publications qui sont récemment sorties là-dessus, le jeûne intermittent à mes patientes, ce qui leur permet, je trouve, d'avoir plus de liberté. Et que quand vous faites du jeûne intermittent, il y a deux grands types, il y a le 16-8 ou le 5-2. Le 16-8, c'est pendant 16 heures par jour, vous jeûnez, par 24 heures, vous jeûnez. Pendant 8 heures par jour, vous mangez. Les heures où vous jeûnez, donc c'est soit du vrai jeûne, soit vous avez le droit de prendre des légumes. Le but est de prendre le moins de sucre, de glucides possible pour limiter la sécrétion d'insuline. Pour que ça fonctionne, c'est le dîner qu'on allège ou qu'on saute et pas le petit déjeuner pour respecter le biorhythme. Sinon, ça fonctionne beaucoup moins bien. Vous avez aussi la méthode 5-2, vous faites des écarts. 5 jours par semaine, vous êtes assez libre, et puis 2 jours par semaine, non consécutifs, le jour entier. Vous faites votre jeûne intermittent, vous jeûnez, vous prenez que des légumes, ce qui vous permet d'être plus libre les autres jours. La perte du poids, si vous voulez, c'est ce qui arrive en dernier. Mais avant cette perte de poids, vous allez avoir une amélioration de votre métabolisme. Votre taux d'insuline va diminuer, votre taux de sucre va diminuer, les enzymes du foie vont diminuer, les triglycérides vont diminuer, les hormones de l'inflammation, les protéines de l'inflammation vont diminuer, et vous aurez ce qu'on appelle un meilleur métabolisme, vous allez diminuer cette méta-inflammation, cette inflammation métabolique. Et c'est seulement après que vous pourrez avoir éventuellement une perte de poids. Mais quand vous faites du jeûne intermittent, vous allez améliorer votre métabolisme, et il est vraisemblable, on peut pas le montrer chez l'homme si vous voulez, mais on l'a bien montré chez l'animal que des périodes de restriction alimentaire, lorsqu'elles correspondent au biorhythme, c'est-à-dire c'est pas le matin mais le soir, on va améliorer son espérance de vie. Il a été montré que l'alimentation anti-inflammatoire dont on parle, anti-méta-inflammation, a aussi un effet sur l'humeur, sur le niveau d'anxiété, sur la tristesse, la fatigue. Oui, ça a un effet bénéfique. Ça, c'est démontré. D'accord, à condition de ne pas en faire une obsession.
Bien sûr, parce que quand ça devient une obsession, vous allez monter votre cortisol, vous allez monter votre adrénaline, vous serez très angoissé, donc vous allez juste vous aggraver. Ce sont des grandes règles qu'on respecte, mais surtout, il faut faire des écarts, parce que sinon, ça devient invivable. Et quand on devient obsédé de son alimentation, ça se porte aussi une maladie, ça s'appelle l'orthorexie. Et le traitement hormonal de substitution, il peut vraiment aider à garder notre foie en bonne santé? Il est probable que ces diminutions des œstrogènes aient un effet néfaste sur l'atteinte du foie liée à la malbouffe. Voilà, les premières études le montrent bien. Est-ce qu'on peut dire ça vaut la peine pour le foie de faire un traitement hormonal substitutif de la ménopause? On n'a pas encore les études pour dire ça. Quant au fait que le vieillissement, il est irréversible, on peut néanmoins, et c'est tout l'intérêt de ce que j'écris dans mes livres, le ralentir par la qualité de l'alimentation, par les horaires, le jeûne intermittent de son alimentation, par la quantité de son alimentation, par l'exercice physique. Tout ça permet de ralentir ce processus. Merci professeur Perlemutter pour vos conseils. Vous pouvez trouver tous les détails sur les méthodes de jeûne dans son livre « Jeûner en mangeant » aux éditions Flammarion. Merci à Catherine Marchal de nous avoir accueillis chez elle. Vous pouvez la retrouver en ce moment au théâtre dans la pièce « Un grand cri d'amour ». Cet épisode a été réalisé avec amour et soin par Marie Braun et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!